Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on aime regarder des Anglais trouver l'amour malgré leur handicap social. Salut, moi c'est Anaïs et j'ai environ 4 coups de foudre par jour. Donc, Et moi c'est Marie, et si vous êtes mignon et que vous avez une maison à Notting Hill, faites-moi signe. Aujourd'hui, on découvre une des comédies romantiques les plus cultes de l'histoire. J'ai nommé Coup de foudre à Notting Hill. On ne la présente plus, mais apparemment il faut quand même un peu la présenter. C'est une rom-com écrite par Richard Curtis, le roi de la rom-com anglaise, avec Hugh Grant et Julia Roberts. Et depuis sa sortie en 99, elle domine tous les classements du genre. Je suis pas forcément d'accord avec tout ça, mais c'est pas grave. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de ce film et de cette histoire ? Donc je sais qu'il y a Julia Roberts et Hugh Grant dedans. Je sais que ça se passe à Notting Hill et qu'il y a un coup de foudre. Ouais. Et je sais que Hugh Grant est libraire et que Julia Roberts joue une star qui est en tournée promotionnelle ou un truc comme ça. Et que donc elle va atterrir dans sa librairie, j'imagine, et que ça va être comme ça leur premier contact, quoi. Et je sais aussi, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, je racontais à une amie en quoi consiste un junket press, donc quand on fait des interviews dans des grands palaces, etc. Et elle m'a dit « Ah, comme dans Coup de foudre à Notting Hill ». Donc je sais qu'il y a un junket. Tu sais déjà beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi tu l'as jamais vu ? Je l'ai pas vu à cause de mon biais d'origine qui était que je regardais pas trop les comédies romantiques, que ça me saoulait, que les quelques-unes que j'avais vues, genre Bridget Jones, tout ça, j'aimais pas. Et donc, je voulais pas en voir plus. Par la suite, c'était sur ma liste et j'attendais un peu le bon moment pour la voir et elle est sur ma liste Netflix depuis des années. Et quand on a commencé à parler, ça fait longtemps que toi et moi, on se dit qu'on aimerait se faire découvrir mutuellement des films d'horreur et des comédies romantiques, même si c'était un concept assez lointain à l'époque. Mais donc, je l'ai un peu laissé de côté en me disant que ça servirait un jour. Et donc là, ça fait quand même 2-3 ans que je suis très impatiente de la voir quand on arrive un peu autour des fêtes ou au moment où j'ai envie de voir une bonne rom-com et que je me dis non, allez, je la garde pour plus tard parce que je sais que ça me servira un jour de ne pas l'avoir vue. Quelles sont tes attentes ? Je m'attends à une rom-com hyper classique dans le genre, avec les ressorts que je connais bien et que j'ai vus dans des films un peu moindres apparemment, comme The Wedding Planner avec Jennifer Lopez et Matthew McConaughey, que j'adore, ou 10 bonnes raisons de te larguer, ou comment ça s'appelle Comment se faire larguer en 10 leçons. Ah oui, d'accord, oui. J'adore Comment se faire larguer en 10 leçons. Donc en gros, je m'attends à quelque chose qui fasse appel à tous les ressorts assez classiques du genre. C'est quoi les ressorts classiques du genre ? Une rencontre, un meet cute au début, suivi de peut-être un désamour ou une attirance qui n'est pas réciproque, ou enfin quelque chose où en fait c'est deux mondes qui les séparent évidemment, puisque elle c'est une star et lui c'est genre un mec basique, et donc ils se retrouvent à se croiser un peu par hasard plein de fois jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils sont amoureux et ça finit voilà sur un baiser ou un truc comme ça. Donc j'imagine vraiment un peu toutes les étapes classiques de ce que j'ai vu dans les autres rom-coms, et une machine à charme puisque ces deux acteurs qui sont quand même très connus pour leur charme. Ouais, justement, t'en penses quoi de Julia Roberts, par exemple ? C'est quoi ton opinion ? J'adore Julia Roberts. J'aime pas Pretty Woman. C'est aussi... ouais. Comment oses-tu ? Je sais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un genre qui m'a pas toujours attirée, c'est que certains des classiques du genre m'ont pas trop plu. Je l'ai vu trop tard, Pretty Woman, et quand je l'ai découvert, j'étais en pleine construction féministe, et j'étais là, non mais c'est quoi ce film où il tombe amoureux de la prostituée qu'il a achetée à la base. Enfin, j'aimais pas trop le côté consumériste du film. Ah non, mais Pretty Woman, c'est très problématique, mais pour moi, ça reste l'une des meilleures rom-com de tous les temps. Julia Roberts, c'est la personne la plus charmante de l'univers dans ce film. Richard Gere est absolument tellement sexy. Et juste, c'est une super comédie romantique avec en plus un aspect sexy, justement. Ce qui est parfois rare dans les comédies romantiques. Alors que là, il y a un truc très... Oui, il y a la scène avec le piano, là, qui est pas mal. Ouais. Mais même juste, ils ont une alchimie, quoi, qui est hyper palpable. Enfin, moi, j'adore Pretty Woman. Je sais que maintenant, justement, avec l'éveil féministe de chacune, on n'est plus trop censé l'aimer. Mais moi, enfin, vraiment, ça reste un de mes films préférés, quoi. Pour en revenir à Julia Roberts, j'aime pas ce film-là, mais c'est une actrice qui est évidemment sublime, extrêmement charismatique et talentueuse, qui est une des actrices, je pense, les plus charmantes et charismatiques de l'histoire d'Hollywood, et qui a ce truc où elle a une alchimie électrique avec tous ses partenaires de scène. Je l'ai jamais vue dans un film où elle n'avait pas d'alchimie avec la personne en face d'elle. Donc j'ai extrêmement hâte de la voir dans ce film parce que je pense que c'est un peu pic Julia Roberts et que ça va beaucoup me plaire. Et Hugh Grant, t'en penses quoi ? Pareil, je trouve que c'est un acteur extrêmement charmant, je l'aime beaucoup. C'était le seul truc qui sauvait un peu Bridget Jones à mes yeux, c'était sa performance.
Elle a décidé d'insulter tous mes classiques de la rom-com. C'est ça, mais parce que pour moi, ces classiques, je les ai découverts à un âge où je les ai immédiatement trouvés sexistes, grossophobes, consuméristes, et donc j'ai pas pu me détacher de mon wokisme. Je suis désolée. Je sais que ça déplaît à plein de gens d'avoir cette grille de lecture sur certains films, mais voilà, pour moi, voir Bridget Jones à une époque où j'étais vraiment pas certaine de mon corps et de mon poids, et de voir que cette actrice-là, on nous la vendait comme grosse, ça m'a vraiment, vraiment posé problème, et ça m'a fait me sentir extrêmement mal dans ma peau, et donc j'ai jamais pu dépasser ça, et j'aime pas Mr. Darcy. Par contre, j'aime beaucoup Hugh Grant dans ce film, et comme Julia Roberts, pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement charmant et charismatique et beau, et donc les voir tous les deux partager l'écran, j'ai vraiment très très hâte. Après, moi, c'est marrant parce que, bon, on l'a inclus parce que je pense que c'est le plus grand classique de la comédie romantique que tu n'as pas vu. Moi, c'est pas mon film préféré. C'est un classique, évidemment. C'est juste que quand je le vois toujours classé dans les meilleurs du genre, je suis pas forcément d'accord. C'est très charmant et tout ça. On va voir ce que t'en penses, justement. Mais j'ai pas un coup de foudre pour Coup de foudre à Notting Hill. Dans cette saison d'amis, vous le savez, on a un petit jeu à chaque épisode. On essaye de deviner ce qui se passe dans le film en se basant uniquement sur l'affiche. Anaïs, est-ce que tu peux décrire l'affiche de Coup de foudre à Notting Hill et me dire de quoi le film parle, à ton avis ? Avec grand plaisir, Marie. C'est une photo, un poster en fait, de Julia Roberts, qui est donc une actrice, et Hugh Grant qui est en train de marcher à côté et qui est en train de nous regarder de nous. Donc c'est bizarre, il est en train de nous faire un petit wink wink. Et il est beau et elle est belle. Donc ça me parle. Mais c'est vrai que c'est pas la Julia Roberts qu'on aime le plus, quoi. C'est pas la Julia Roberts avec les cheveux en bataille, ses belles boucles. Là, elle a l'air très lisse. Elle a un collier de perles. Après, ça décrit ce que j'ai bien, enfin, ce que je sais déjà du film. Ce que j'ai bien déjà décrit. Non, mais c'est que c'est une star et lui, c'est un random, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, allons voir Notting Hill et on verra. Yes. Ça y est, Anaïs, tu as enfin regardé Notting Hill après des années et des années d'attente. Tout à fait. Tu as une réaction qui m'a fait beaucoup rire au moment du dîner entre Julia Roberts, la star, et tous les pecnos qui sont amis avec Hugh Grant. Elle découvre les vrais jeunes. Ouais, c'est un peu Pékin Express à Notting Hill, quoi. Là, ils ont rien, mais ce qu'ils donnent, ils donnent beaucoup. Bon, Anaïs, est-ce que tu peux me résumer le film en 30 secondes ? C'est l'histoire de Julia Roberts, qui est la plus grande star du monde, qui décide de s'encanailler avec un petit prolo et qui décide de l'embrasser après 3 secondes. Mais heureusement, comme c'est le mec le moins entreprenant de l'histoire de la romance, le film peut durer 2 heures, puisque le temps qu'il se décide à faire le moindre move avec elle, on peut attendre longtemps. Ça t'a plu ? Ça m'a plu, c'est pas celui qui m'a le plus plu des 3 pour l'instant que tu m'as montré. C'est lequel le plus Orgueil et préjugés. Ouais, trop bien. La mise en scène en fait de Orgueil et préjugés me reste vraiment en tête, et celui-là, je l'ai trouvé hyper plaisant et en même temps très oubliable. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Par contre, il y a un truc qui t'a particulièrement plu, c'est le principe de sortir avec une star. C'est mon rêve. Chaque fois que je rencontre une star, qu'ils m'embrassent au bout de 5 minutes et qu'après ils me disent bien sûr, j'ai tout le temps pour qu'on traîne ensemble. C'est marrant parce que c'est un fantasme que j'ai vraiment depuis toujours. C'est vrai ? Ouais, le fait de rencontrer un acteur ou enfin quelqu'un que j'admire énormément et qu'il tombe fou amoureux de moi dès la première rencontre et que nos 2 mondes séparés se rejoignent. Tu vois. Voilà, c'est ce qui se passe. Et même, il y avait des moments où, quand sa sœur, à lui, rencontre Anna, donc le personnage de Julia Roberts pour la première fois, elle est assez gênante parce qu'elle est à fond et qu'elle est complètement fan, et tu t'es un peu reconnue dans son comportement. I absolutely, totally and utterly adore you. And I just think you are the most beautiful woman in the world. And more importantly, I genuinely believe, and I've believed for some time now, that we could be best friends. So what do you think? Ça, c'est moi avec toutes les stars. J'ai beaucoup réfléchi. Non, en vrai, moi, à chaque fois que je rencontre une star, je suis extrêmement cool et je garde pour moi toute mon admiration. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit que si un jour je rencontrais Ryan Gosling, il tomberait immédiatement sous mon charme.
J'en suis sûre. Je n'ai aucun doute. Il va dire au revoir à Eva Mendes. Exactement. Dégage, Eva. Il va aller vivre avec Anaïs Vordahl. Un maraîcher. Sur la ligne 9. T'as dit toi-même que c'était oubliable, mais c'est quand même une comédie romantique cultissime, qui est adorée par des millions de gens, qui est souvent classée très très haut dans les classements de rom-com. Ceci dit, j'ai consulté plein de classements et j'étais contente parce qu'ils mettaient tous Quand elle rencontre Sally en premier, normal. Évidemment. Et beaucoup You've Got Mail en deuxième. Donc je me sens affirmée dans mon amour de You've Got Mail, mais Coup de foudre à Notting Hill arrive toujours dans le top 5. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est une comédie romantique aussi adorée ? À la fois oui et non. Je comprends pour le casting déjà, c'est quand même un casting assez incroyable. Et il y a exactement ce que je disais avant de voir le film, un peu tous les espèces de passages obligés de la comédie romantique qui sont hyper plaisants, tous les rebondissements. C'est très drôle pour le coup, le côté comique de la comédie romantique est vraiment tout à fait atteint. Et en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu oubliable, plus sur le côté romance en fait. Il y a un côté inévitable dans d'autres romances, que ce soit Quand Harry rencontre Sally ou Orgueil et préjugés, que là j'ai moins retrouvé. Au contraire, je comprenais pas trop pourquoi il y avait ce coup de foudre entre les deux, ou en tout cas de sa part à elle. Je comprenais pas trop ce qu'elle trouvait au personnage de Hugh Grant. Je comprends parfaitement pourquoi le côté très conventionnel du coup en fait un peu la capsule parfaite ou la représentation parfaite de ce qu'est une rom-com. Et en même temps, c'est pas celle qui me restera le plus en tête. C'est une rom-com qui est arrivée dans les années 90 à un moment où il y avait énormément de comédies romantiques qui sortaient. C'était un peu un des âges d'or de la comédie romantique. Et comme c'était avec Julia Roberts, qui était une méga star, et avec Hugh Grant, qui avait déjà fait ses armes dans 4 mariages en enterrement, qui avait été aussi dans Raison et Sentiment, qui avait été révélé à la base dans Maurice, qui sont tous les 3 des films romantiques. C'était pas une énorme star, mais c'était vraiment la figure de l'anglais romantique qui commençait à émerger vraiment. Il y avait quelque chose de très séduisant, je pense. En plus, c'est très ancré dans un lieu qui est très charmant et qui est devenu assez culte aussi après, qui était déjà un quartier connu de Londres, mais qui est devenu très très cher aussi à cause du film après. Et c'est arrivé pile au bon moment et ça a vraiment ce charme très anglais et ce côté aussi, justement, c'est une grande star avec un nobody britannique qui est très charmant. Donc ça a beaucoup plu. On avait parlé toutes les deux de ce film il y a longtemps déjà et j'étais surprise de voir à quel point tu avais des réserves sur le film. Qu'est-ce que t'en penses toi de Notting Hill ? Ton constat, c'est un peu le mien aussi, c'est-à-dire que je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai même vu au ciné à sa sortie, donc ça a toujours été un film assez un classique à mes yeux, mais c'est vraiment pas une de mes comédies romantiques préférées. Je me tourne jamais vers Coup de foudre à Notting Hill quand j'ai besoin d'un peu de romance ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est très bien écrit, qu'il y a beaucoup d'humour, que c'est très charmant, mais ça me laisse un peu imperméable. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons que toi, c'est parce que je crois pas trop en l'histoire d'amour au final, parce que ça me fait rien ressentir de viscéral. Pour le coup, 4 mariages en enterrement, qui a été écrit aussi par Richard Curtis et qui était la première collaboration entre Hugh Grant et Richard Curtis, que tu n'es pas sûr d'avoir vu. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus. Pour moi, 4 mariages en enterrement, c'est un chef-d'œuvre de la comédie romantique et je le trouve largement supérieur à Notting Hill. Ce qu'il n'a pas, c'est bien sûr le star power de Julia Roberts. Mais il y a Andie MacDowell dedans et c'est un peu le même truc. C'est une américaine, enfin pas une star, mais c'est une histoire d'amour entre une américaine très extravertie et Hugh Grant qui est complètement coincé du cul. Ouais, je sais pas. Notting Hill, on va un peu décortiquer tout ça pour expliquer parce que je pense qu'il y a plein d'éléments, mais c'est pas forcément celle que j'aime le plus. Je pense que ce qui joue beaucoup, c'est l'alchimie entre les deux acteurs. C'est marrant parce qu'on a parlé avant de voir le film du fait que Julia Roberts a une excellente alchimie avec quiconque croise sa route au cinéma. Et là, je trouve que c'est une des moins bonnes alchimies que je l'ai vu avoir avec quelqu'un. C'est pour ça que moi, par exemple, Pretty Woman, je l'ai dit dans l'intro, c'est une de mes comédies romantiques préférées parce que pour moi, avec Richard Gere, elle a vraiment une alchimie de ouf. Alors que là, ils sont cute, mais ça étincelle pas, quoi. Pour revenir un peu sur la sortie de Coup de foudre à Notting Hill, qui s'appelle juste Notting Hill en anglais, donc c'est vrai que c'est un parti pris de la traduction française de dire qu'il y a un coup de foudre, parce que dans la version originale, il n'y a pas de coup de foudre dans le titre. Mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de foudre quand même, en tout cas de son côté à lui. Enfin, je pense que c'est mieux qu'on ait été prévenu, parce que vu qu'ils s'embrassent au bout de 3 minutes de film... C'est vrai. Mais le film est sorti en 99 et ça a été un énorme succès. Ça a fait 364 millions de dollars au box-office. Wow. C'était le film anglais le plus rentable de l'histoire à ce moment-là.
C'est réalisé par Roger Mitchell, qui avait réalisé l'adaptation de Persuasion, qui est la meilleure adaptation de Persuasion, voilà, je le dis, un pavé dans la mare. Et c'est écrit, donc je le disais, par Richard Curtis, qui est vraiment le roi de la rom-com anglaise. Donc il avait écrit 4 mariages en enterrement avant. Il avait aussi écrit Mr Bean, qu'il a coécrit avec Rowan Atkinson. Trop cool. Et c'est lui qui a coécrit aussi Mr Bean part en vacances après, tout ça. Et d'ailleurs... J'adore ce film. Moi aussi. Mais c'est ça qu'on retrouve, c'est-à-dire que ce qui est très bien chez Richard Curtis, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'humour. Il y a de la romance, mais c'est très bien écrit. Enfin, c'est des vraies comédies, en fait, pour le coup. Ouais. On a beaucoup ri, toi comme moi, en regardant le film. Et d'ailleurs, Rowan Atkinson, donc Mr Bean, est dans 4 mariages en enterrement, et il est aussi dans un autre film écrit par Richard Curtis, qui est Love Actually. Il a aussi écrit Bridget Jones, donc l'adaptation du livre d'Ellen Fielding. Il a écrit Good Morning England, que moi j'aime beaucoup, moi c'est sur une radio pirate dans les années 60 en Angleterre. Avec Rhys Ifans, le meilleur, forever. Bah voilà, encore un autre acteur qui a travaillé plusieurs fois avec lui. Et il a aussi écrit About Time avec Donald Gleason et Rachel McAdams. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Ça a l'air cucu as fuck. Je l'ai pas vu non plus parce que je sais qu'il y a un truc triste dedans et j'ai pas envie de le voir. Oh. Mais enfin, je pense que je le verrai et si c'est bien, je l'intégrerai dans la saison peut-être. Sinon, il faudrait qu'on le découvre ensemble. Hein. Ah oui, peut-être, oui, voilà. Votez chez vous, téléspectateurs. Envoyez un au 3675. Pas sur Twitter, hein, s'il vous plaît. Non. Ce qui est intéressant chez Richard Curtis, et c'est ce qu'on retrouve ici, et je pense que c'est ce qui me parle un petit peu moins que dans d'autres comédies romantiques, c'est que c'est souvent d'un point de vue masculin. Parce que c'est aussi son point de vue un peu à lui. Par exemple, dans 4 mariages en enterrement, à la base, il voulait pas caster Hugh Grant parce qu'il le trouvait trop mignon. Il voulait vraiment un personnage qui ressemble à Richard Curtis, en fait, qui soit un petit nerd. Et au final, ça a commencé la collaboration la plus prolifique de l'histoire des comédies romantiques anglaises. Ouais. Mais c'est vrai que Richard Curtis, quand il écrit des comédies romantiques, en règle générale, c'est du point de vue de l'homme. C'est le cas dans 4 mariages en enterrement, c'est le cas dans Coup de foudre à Notting Hill, c'est pas le cas dans Bridget Jones parce que c'est une adaptation. C'est en partie le cas dans Love Actually, Good Morning England aussi, c'est du point de vue d'un jeune homme, et About Time aussi. Donc c'est toujours ces points de vue-là, ce qui est assez rare en fait dans les comédies romantiques. Enfin, ça existe, il y en a vraiment beaucoup, évidemment. Je te ferai découvrir La Garçonnière, par exemple, qui est du point de vue de Jack Lemmon et donc du personnage masculin. Mais là, c'est vrai que dans les comédies romantiques, surtout des années 90, c'est plus souvent du point de vue de la femme, ou c'est du point de vue des deux. Là, on a vraiment juste l'expérience du Grant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout le personnage d'Anna Scott en dehors de ces scènes avec lui, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un moment où, quand elle vient se changer chez lui au début, par exemple, et elle monte se changer, tout ça, on peut estimer qu'elle est un petit peu choquée de ce qui vient de se passer, puisqu'il vient de lui renverser du jus d'orange dessus. Mais on reste avec lui qui est en train de ranger la cuisine, tout ça, et on ne sait pas ce qu'elle va faire à l'étage. Et c'est hyper visible dès le début qu'on ne va jamais la suivre, elle, quoi. Oui, c'est ça. Et quand elle a son scandale dans la presse tabloïde, on découvre sa réaction à elle quand elle débarque chez lui. Tout est de son point de vue à lui. Je te rejoins aussi sur le fait que ça me parle moins à cause de ça. Pas forcément parce que c'est un point de vue masculin, parce que je pense qu'il y a plein d'autres films, tu vois, où je peux me mettre dans ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un fantasme qu'on a déjà vu plein de fois renversé, pour le coup, notamment dans le young adult, où c'est une femme un peu banale qui attire un mec qui est absolument magnifique et tu comprends pas trop pourquoi, mais c'est un gros fantasme féminin de se dire, moi qui suis un petit peu coincée au fond de la classe et où personne me remarque et j'ai juste les cheveux châtains et les yeux marrons, il y a un mec magnifique qui va tomber amoureux de moi. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. Et c'était intéressant de voir à quel point je rentrais moins dans cette histoire quand elle est racontée du point de vue du mec, alors qu'on a l'habitude en tant que femme de voir ça plein de fois dans la pop culture. Son personnage à elle est beaucoup moins développé, c'est-à-dire qu'on n'a pas son intériorité, on a très peu de ses émotions, enfin quand on les a, c'est ses émotions par rapport à lui, et elle reste une figure idéale qui est sur un piédestal, avec lesquelles on ne peut pas vraiment s'identifier en tant que spectatrice, alors que lui, je pense qu'il est très justement relatable. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme tu l'as dit, le film reprend vraiment tous les principes clés de la comédie romantique. Et comme dans toute comédie romantique digne de ce nom, ça commence par un meet cute. Donc, un meet cute, c'est meet, c'est rencontre, et cute, mignonne. Donc, c'est une rencontre mignonne entre les deux personnages qui vont finir ensemble. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le meet cute? Donc oui, c'est une rencontre impromptue, oui, puisque Anna cherche un livre sur la Turquie, visiblement, pendant qu'elle est en tournage ou en junket à Londres.
Elle arrive dans la librairie de Hugh Grant, qui est spécialisée dans les livres de voyage. Tout de suite, il y a une espèce d'échange entre eux qui se produit, puisqu'il voit quel livre elle est en train de regarder et il lui dit « Ah, je vous déconseille celui-là, etc. » Il commence à faire des petites blagues. Enfin, on sent tout de suite qu'il est assez marrant dans sa manière de présenter les livres de sa librairie. Et elle est plutôt froide et un petit peu sur la réserve. Can I help you, too? No thanks, I'll just look around. That book's really not great. Just in case, browsing turned to buy. You'd be wasting your money. But if it's Turkey you're interested in, this one, on the other hand, is very good. I think the man who wrote it has actually been to Turkey, which helps. There's also a very amusing incident with a kebab, which is one of many amusing incidents. Thanks, I'll think about it. Il y a un échange tout de suite qui se crée entre eux et on sent que lui, il est à la fois émerveillé parce que c'est une immense star qui est dans son magasin, mais aussi parce qu'elle est très belle, quoi. C'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'elle est froide. Elle l'est pendant tout le film, en fait. Elle est sur la réserve pendant tout le film. Et je pense que c'est ça aussi qui me séduit moins, parce que pour moi, la Julia Roberts que j'adore, c'est celle qui rit aux éclats dans Pretty Woman. Même ses cheveux sont domptés, quoi. Enfin, tout est très polissé et elle est vraiment en retenue. Alors, elle est hyper charismatique, elle est magnifique. C'est Julia Roberts, quoi. Donc, on comprend qu'on puisse tomber amoureux d'elle en 2 secondes. Mais il y a quelque chose de très... d'un peu froid dans son personnage et qu'on a du mal à déchiffrer un peu. Ouais, je trouvais ça assez ironique quand je regardais le film qu'ils aient choisi Julia Roberts pour incarner une actrice qui est vraiment très peu souriante, alors que le sourire de Julia Roberts, c'est quand même le truc qui est le plus connu chez elle. Comme tu le dis, elle a pas sa coupe de cheveux signature. Et ouais, elle est assez plate, en fait, dans ce rôle. Et j'ai trouvé ça très surprenant et je pense un petit peu dommage. Et j'ai compris rétrospectivement pourquoi t'apprécies aussi autant Pretty Woman. Parce que c'est vrai qu'en comparaison, il y a pas c'est photo. une machine à charme dedans, en fait. C'est ça. Et là, c'est la Julia Roberts, la moins Julia Roberts que j'ai vue, je pense, au cinéma, parce que c'est toujours un peu une boule de charisme, quelqu'un qui illumine chaque pièce dans laquelle elle rentre. Et là, limite, tu comprends pas trop ce que lui trouve chez elle, parce qu'elle a une répartie un peu marrante, mais un peu cinglante aussi. En fait, moi, je pensais que ça allait progresser au fil du film, mais elle a un côté un peu... pas aigrie, mais un petit peu déprimée par sa célébrité, en fait, où elle est tout le temps un peu en train de se plaindre du fait qu'elle est trop connue et que ça l'isole du reste du monde et que personne ne la comprend, ce qui était un peu agaçant à la longue, parce que ça me rappelait The Crown, quoi. J'étais, oh là là, les pauvres riches, pauvres célébrités et stars de cinéma, sa vie a l'air très compliquée. Mais ouais, je pense que ce personnage-là est pas du tout celui auquel je m'attendais, surtout pour un rôle de Julia Roberts. Ouais, c'est ça. Et je pense que moi, ça pêche un peu à ce niveau-là. Après, c'est une actrice, on n'est pas censé tout le temps la mettre dans un rôle. Et justement, je pense qu'ils ont peut-être aussi fait ça pour que Anna Scott ne soit pas Julia Roberts, parce que c'est déjà une célébrité qui, quand elle parle de son dernier cachet, par exemple, quand elle dit qu'elle a gagné 15 millions pour son dernier film, c'était ce qu'elle a touché apparemment pour Notting Hill aussi. Donc il y a plein de parallèles. C'était la plus grande star américaine à l'époque, et même internationale à l'époque, et Anna Scott l'est aussi. Donc peut-être qu'ils ont aussi voulu écrire un personnage qui était différent d'elle pour marquer ce pas de côté. Mais pour moi, du coup, ça enlève un peu le charme de Julia Roberts, ou en tout cas ce que j'aime dans les comédies romantiques d'habitude avec elle, même dans Just Married ou dans le mariage de mon meilleur ami. Elle a un truc qui irradie beaucoup, beaucoup plus, tandis que là, c'est plus rattaché à son statut. Et ça casse l'alchimie aussi, qui est hyper importante et que du coup, on trouve moins dans ce film. Mais quand même, quand tu l'as vue apparaître, elle a fait son petit effet. Évidemment. Et tu as tout de suite identifié que William, le personnage de Hugh Grant, avait un coup de foudre. Il a un coup de foudre. Ah non, Notting Hill, oui. On est drôle. Non, mais c'est vrai que oui, j'étais surexcitée parce que c'est le début du film et que c'est tout ce que j'attendais, en fait. J'étais déjà très impatiente de voir le film. Et là, le meet cute, j'étais hyper contente parce que je me suis dit, OK, c'est bon, je peux me laisser porter par ce film. Je vais avoir un peu toutes les conventions les unes après les autres et ça va me plaire, quoi. C'est marrant que tu t'aies dit qu'il allait avoir toutes les conventions, parce qu'une des grandes conventions quand même du film romantique, c'est qu'ils s'embrassent à la fin. Enfin, c'est en tout cas dans les comédies romantiques un peu classiques et un peu très formulaïques. Et là, le baiser arrive très 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 vite. Très 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 vite. Et tu as été assez surprise. J'ai adoré ta réaction. Pardon? Mais c'est pas la réalité. Comment ça? Mais il est en train de rêver, de fantasmer, non? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ouais, parce qu'ils se connaissent depuis 1 seconde. Elle est déséquilibrée mentalement pour embrasser des gens comme ça au bout de 5 phrases. Oh mon Dieu.
Tu ne comprends pas pourquoi elle s'est mise à embrasser Hugh Grant d'un coup. Bah non, mais c'est marrant, ouais, je pensais vraiment que c'était un fantasme où, justement, avec l'idée du point de vue masculin, qu'il était en train de s'imaginer qu'elle revenait le voir pour l'embrasser. Parce que déjà, c'est très rapide, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, comme on vient de le dire, dans le meet cute, son attirance à elle n'est pas du tout évidente. Lui, on comprend qu'il est starstruck, littéralement. Enfin, il est émerveillé devant cette magnifique actrice, mais elle le rejette un peu et après lui renverse un verre de jus d'orange dessus. Et donc la progression, pour moi, elle n'existe pas du tout. Je comprends pas pourquoi d'un coup elle a envie d'embrasser ce mec qui certes est incarné par Hugh Grant, mais qui à part ça n'a pas non plus démontré Alors, je pense, un charme fou. pour défendre le film là, je pense que quand même dans la première scène dans la librairie, au début, elle a un côté très froid et un peu distant parce que justement, je pense qu'elle a pas envie d'être emmerdée en général parce qu'elle doit l'être souvent. La façon dont il gère l'histoire avec le mec qui est en train de piquer dans son magasin, tu vois qu'elle a un petit moment où elle le regarde avec intérêt et qu'elle a une curiosité. Et après, quand ils vont chez lui, parce qu'il lui a renversé du jus d'orange dessus, c'est le cliché de Hugh Grant dans ce film, c'est le bumbling Englishman, quoi, qui est tout le temps en train de bégayer, d'ailleurs, Hugh Grant le dit, c'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans ces rôles-là pendant beaucoup de films, jusqu'à Bridget Jones, où il a pu s'en libérer un peu parce qu'il joue un rôle beaucoup plus cynique. Vraiment, c'est un peu à cause de son rôle dans 4 mariages en enterrement, qui est vraiment comme ça, parce que Richard Curtis écrit un peu comme ça, et que lui-même, Mac Newell, le réalisateur de 4 mariages en enterrement, lui avait dit de casser un peu l'écriture en bégayant ou des choses comme ça, en étant un peu maladroit, pour le rendre plus naturel. Et Hugh Grant, quand il en parle, il dit qu'il a transposé ça un peu dans d'autres rôles et qu'il s'est un peu enfermé là-dedans. Et on le retrouve, c'est un peu ce cliché-là aussi, mais c'est censé être charmant. Et je pense que de son point de vue à elle comprend qu'il l'admire et qu'il a un énorme crush sur elle, mais qu'en même temps, il n'est pas du tout lourd comme d'autres peuvent l'être. Il n'est pas déplacé, il lui demande pas d'autographe, il est hyper respectueux et il fait des petites blagues à la con et il lui fait un super compliment et du coup je pense qu'elle est touchée quoi parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. Ouais, et puis il y a le petit côté Pékin Express où elle arrive chez lui et moi c'est ça qui m'a un peu sorti du truc aussi, c'est que je suis en train de hyper critiquer le film alors que j'ai trouvé très agréable, mais t'as l'impression qu'elle est charmée voire attendrie par l'appart pourri dans lequel il vit et le fait qu'il est très éloigné de son monde à elle. T'as l'impression que c'est pas forcément lui, mais qu'il y a un petit fétichisme autour de ce que lui représente aussi. Je le sens plus dans la scène de dîner que dans ce moment-là, parce que pour moi, là, c'est plus son truc sur les abricots secs au miel ou des trucs comme ça qui peut-être la charme un peu. Oui, ça c'est vrai que c'est très charmant et c'est vrai que le moment dans la librairie où il parle au mec qui est en train d'essayer de voler un livre, je l'ai trouvé vraiment bien parce que c'est là que moi, je tombe amoureuse du personnage de Hugh Grant, quoi. Parce que justement, tu t'attends à ce qu'il soit beaucoup plus ferme avec le mec et en fait, il est tellement gentil avec quelqu'un qui est en train de voler dans son magasin que c'est tout de suite très attendrissant et ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle Save the Cat qui a été écrit par un scénariste et qui est un livre sur l'écriture de scénario et c'est le concept qu'il développe au début. Il dit qu'il faut qu'un personnage au début du film ait un moment Save the Cat, donc où il sauve un chat pour que le public s'identifie à lui et le voit comme un héros. Et là c'est vraiment ce moment-là quoi, dans la librairie où on se dit ah il est gentil. Non seulement il est gentil, mais en plus, il n'est pas dans l'évitement. Il n'a pas peur d'aller confronter le mec et de lui dire « Bon, t'es en train de piquer, je t'ai vu, il y a la caméra, mais bon, remets-le en place et j'appelle pas la police, quoi. » Et du coup, c'est vrai qu'il a cet équilibre qui est séduisant et je pense de sa perspective à elle, comme elle est emmerdée souvent, il a un côté charmant à ce niveau-là aussi, quoi. Mais ce qu'on découvre aussi dès le début du film, c'est le personnage de Spikey, le coloc de William. Pour moi, ça, c'est la plus grande star du film et je pense que tu es d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, honnêtement. Ouais. On n'a plus de MVP cette saison de Amy, on ne fait plus les MVP, mais je pense que si on les faisait encore, Spikey serait ton MVP. Bah, c'est sûr, il est trop drôle. J'adore Rhys Ifans, donc déjà, dès que j'ai vu qu'il était au casting du film, j'avais trop hâte de le voir. Et c'est vrai que je l'aime dans tous ses rôles. Et là, il est hilarant. Et Spikey, là, le coloc de Will, c'est un énorme loser qui est assez dégueulasse. Qui est répugnant, ouais, c'est ça. C'est que vraiment, il est non seulement... Enfin, la scène d'introduction, déjà, où il est en train d'essayer des t-shirts pour un date, est vraiment hilarante parce que tous ces t-shirts sont horribles et c'est que des t-shirts à message hyper sexistes ou vraiment déplacés et vulgaires. On va entendre ta réaction. Oh my god. Sinon, mets une chemise, mec. Hein. Thanks. Wish me luck. Good luck.
qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il essaie 3 t-shirts différents et il y en a chacun a un message plus horrible l'un que l'autre. Et le troisième, enfin, il a un message un peu romantique, enfin, qu'il faudrait pas mettre en date en vrai, parce que c'est genre tu es la plus belle femme du monde ou quelque chose comme ça. Mais dès qu'il se tourne, il y a marqué wanna fuck ou fancy a fuck. Ouais. Voilà, donc c'était très drôle. Excellente blague visuelle. Mais tu as été charmée par Spikey. Il est absolument ignoble dans ce film. Il est vraiment sale. Il a tout le temps les pieds dégueulasses. Il a les dents pourries. Enfin, vraiment, ça va pas du tout. Mais j'aime tellement cet acteur que, ouais, en fait, je le préférais. Et puis, il a une personnalité qui est pour le coup beaucoup plus... peut-être pas intéressante, mais beaucoup plus remarquable que celle du personnage de Hugh Grant, qui est assez, qui a toujours une bonne répartie, mais qui est très discret. Lui, il est pas discret, quoi. Il crève l'écran, donc forcément, je l'ai adoré. Oui, mais ça a été le rôle qu'il a vraiment révélé au grand public. Et on va entendre ta réaction. Tu vois, tu prends le look de Hugh Grant et la personnalité de Spikey et on est bon. Hein. Ouais, moi, tu brosses les dents à Spikey, je le nique direct. Hein. Anaïs, assume pas cet extrait. Je trouve pas ça très gentil d'objectifier comme ça Spikey, mais oui, moi, j'adore Resai Fans, donc voilà. Call me. Franchement, quand il est avec sa tenue et ses grosses... Sa tenue de plongée. Ouais, je suis fan. J'aime les excentriques, moi. Magnifique. Spikey, c'est vraiment l'apport comique du film, même si toutes les scènes sont quand même drôles et bien écrites en général, mais lui, c'est vraiment le plus drôle, et puis il est là que pour ça, en fait. Et il y en a d'autres aussi. Enfin, moi, j'adore le personnage de Hugh Bonneville. Oui. Qui ensuite joue le père dans Downton Abbey, et là, qui me fait vraiment beaucoup rire dans ce film. Ouais, qui est un des meilleurs amis du personnage de Hugh Grant, et qui travaille dans la finance, mais qui est nul, Ouais. et qui a pas de meuf, et qui a l'impression d'être un énorme loser, et surtout qui, quand il rencontre Anna, lui demande ce qu'elle fait dans la vie, et il la prend grave de haut en lui disant « Good for you !» Ouais. Ah oui, ça paye pas très bien comédienne. Hein. Voilà. Faut qu'on parle des guest stars parce qu'il y en a beaucoup dans ce film. Certaines qui n'étaient pas des stars à l'époque, mais qui le sont devenues. Il y a Lester Freeman qui était dans The Wire, qui jouait un des inspecteurs les plus âgés dans The Wire, qui était vraiment génial, et qui dedans a un tout petit rôle où il joue une star dans le film de Julia Roberts, qui est interviewée donc par Hugh Grant, parce qu'il doit interviewer plusieurs stars du film. Donc ça fait plaisir de le voir. Hein. Bah oui, non, il est très drôle. Et juste après, il y a Misha Barton qui était dans The O.C., Newport Beach, et qui là est toute petite et qui joue une autre actrice du film que interviewe aussi Hugh Grant. Oh mon Dieu. Et après, il y a surtout Alec Baldwin, qui n'est même pas crédité, mais qui joue le copain, le mec de Julia Roberts. Bon, déjà, t'as été surprise de le voir, mais après, t'as eu un petit commentaire sur les goûts amoureux du personnage de Julia Roberts. Oh, wow. Mais en fait, elle a aucun goût, cette meuf. Voilà, tout simplement. C'est ça le problème du film. Voilà, c'est ça. Je pense que le personnage d'Alec Baldwin, il est aussi là pour nous montrer ce à quoi elle est habituée, parce que même à un autre moment, elle dit qu'elle a eu un ex qui était violent avec elle. Et donc, on comprend que le personnage de Hugh Grant l'attire aussi parce qu'il est l'opposé de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un entre-deux, juste un mec qui peut se comporter normalement. C'est ça. Et parler et finir ses phrases. C'est clair. Et il y a Emily Mortimer qui est magnifique, la plus belle. Emily Mortimer qui était dans elle joue dans plein de films et de séries, voilà, dans The Newsroom, et elle a créé et joué dans Doll & M, qui est une série comique que j'adore, où elle se jouait un petit peu elle-même, ou une version fictionnalisée d'elle-même, et j'adore cette actrice. Mais pour en revenir à l'histoire de Will et d'Anna, parce que c'est ça le plus important dans ce film, apparemment, après ce baiser impromptu, Anna appelle Will pour lui présenter ses excuses. Enfin, elle lui dit de venir, en gros, dans l'hôtel dans lequel elle est. Si c'était un homme, tout ça, ce serait très problématique. C'est clair. Et il arrive et en fait, il se retrouve au milieu d'un junket de presse. Alors Anaïs, moi je n'ai jamais fait de junket, mais toi tu en as fait beaucoup. Oui. C'est quoi un junket ? C'est un moment où en fait, quand une star ou un talent, comme on les appelle, fait une tournée promotionnelle, si cette personne doit enchaîner les interviews, généralement les attachés de presse réservent une suite dans un grand hôtel et les journalistes se succèdent. Ça fait gagner du temps à la personne qui est en promotion, et donc on a chacun un créneau de, je sais pas, ça peut être 6 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et donc on attend dans une grande suite avec du café et des petits fours que quelqu'un nous dise c'est à votre tour, et là on nous met dans une chambre d'hôtel avec la personne qu'on doit interviewer,
Et ensuite, voilà, on dit merci beaucoup, au revoir. Et ce film a une représentation totalement erronée des junkets, puisque pendant qu'il est en train de faire semblant d'interviewer Anna, il prétend être un journaliste pour le magazine Horse and Hounds, voilà. donc chevaux et chiens de chasse, Ouais. parce qu'il doit se faire passer pour un journaliste parce qu'il est arrivé au mauvais moment. Oui, c'est ça. Et en fait, il veut pouvoir avoir une conversation libre avec elle. Mais il peut pas, puisque dans la pièce, pendant qu'il est avec Anna, il y a un attaché de presse qui est à côté en train de feuilleter des documents. Et j'étais là, mais ça, enfin vraiment, je sais pas si ça vous est arrivé dans un junket, signalez-le nous. Mais moi, on m'a jamais fait ça pendant une interview, ce serait très bizarre. Oui, bon, c'est un procédé scénaristique pour qu'ils aient quelqu'un qui revienne interrompre leur conversation régulièrement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais autant le truc de venir et de dire, je vous ai amené un café ou il vous reste que tant de minutes avec la personne, tout ça qui vient totalement interrompre l'interview, ça arrive assez souvent. Ou alors la personne, elle est derrière toi en train de surveiller. Ça m'est arrivé une ou deux fois qu'on surveille, enfin vraiment que l'attaché de presse surveille toute la durée de mon interview et me disent non, ça vous avez pas le droit de poser cette question. Mais là, c'est vrai que c'est amusant, mais ouais, j'étais très frustrée par cette représentation pas du tout réaliste du press junket. Et pendant cet échange au press junket, William demande à Anna ce qu'elle fait ce soir-là. Anna lui dit qu'elle s'est libérée pour lui et il lui dit « Ah merde, en fait, je viens de me souvenir, j'ai l'anniversaire de ma sœur. » Et là, qu'est-ce que fait Anna ? Non, mais cette meuf est folle, quoi. Elle dit, bah super, je vais venir avec toi. Voilà. Vraiment, c'est encore une fois une absence totale de bon sens. Moi, si je peux éviter de rencontrer la belle famille, genre pour toujours, je le ferai. Et là, en fait, après l'avoir embrassée au bout de 3 secondes et lui avoir dit qu'elle a libéré son emploi du temps pour lui, alors que bon, c'est encore une fois, j'ai un peu du mal à y croire vu les circonstances, elle veut se pointer dans un dîner avec la sœur de ce mec qu'elle connaît pas, quoi. C'est quand même très risqué. Elle a des gros problèmes, cette dame. C'est des procédés scénaristiques un peu lourdingues, quoi. Ouais. C'est pour les faire aller à une soirée où elle est avec des gens normaux et où tout le monde est surpris de la voir arriver et tout ça. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures scènes et c'est marrant parce que Richard Curtis, quand il a commencé à avoir l'idée du film, apparemment, c'était, selon Hugh Grant, inspiré par un de ses amis, des amis de Richard Curtis qui avait eu une histoire avec une star très célèbre. D'accord. Mais Richard Curtis, lui, quand il le raconte, il dit qu'il s'était imaginé juste, est-ce que ce serait drôle si un jour il ramenait Madonna, quoi, à un dîner de famille et comment réagirait sa famille. Donc je pense que cette scène était importante aussi parce que c'est de là d'où est partie aussi l'idée du film. Et c'est vrai que c'est une bonne scène, c'est marrant, il y a plein de moments assez drôles, quoi. Le casting est hyper charmant et c'est un des rares moments où, bah, pour le coup, on voit Anna être un petit peu plus développée, même si elle reste toujours assez froide et dans la réserve, mais c'est le moment où on voit qu'elle est simple, entre guillemets, et qu'elle veut pas en faire des caisses sur le fait que c'est une star, qu'elle se présente à tout le monde de manière naturelle, et donc c'est quand même censé être un peu son moment Save the Cat à elle, quoi, où elle est très attachante, mais c'est vrai que c'est le moment où on la voit le plus interagir en fait avec les autres et parler un petit peu aussi de sa vie et de ce qu'elle ressent, alors qu'il y a plein d'autres scènes où on n'a pas du tout accès à ça. Bon, il faut qu'on parle du personnage de Will, qui t'a assez vite énervé quand même, le personnage de Hugh Grant. C'est quoi l'expression, une chiffre molle? C'est vraiment une chiffre molle. Ouais, c'est vrai. On va entendre, il y a eu de nombreuses fois pendant le film où tu as été un peu excédé par son attitude. Certains diront de gentleman, Anaïs dira de chiffre molle. Il est trop respectueux. Le pauvre. Mais il est vraiment trop gentil. Ben oui. Toujours là, gentleman, respectueux. Jamais rien qui dépasse. Puis-je vous embrasser, s'il vous plaît. Il faut vraiment expliquer pourquoi elle est attirée par ce mec. Now, what in the world is this garden? C'est intéressant parce qu'on en a parlé pendant le film, en fait. C'est, je pense, une des réussites en même temps de Coup de foudre à Notting Hill. Contrairement à énormément de rom-com, à la très grande majorité des rom-com, le personnage masculin n'est pas toxique. Au contraire, c'est un mec très bien. C'est vraiment le prototype du nice guy qui est gentil, qui est inoffensif, qui est complètement amoureux, mais jamais lourdingue, qui respecte vachement la femme avec qui il est, qui est complètement en admiration. Et pourtant, ça nous a pas trop plu. Donc, c'est vrai que ça questionne en même temps sur notre rapport au personnage masculin dans ces films-là, parce qu'il y a un côté où si c'était pas Hugh Grant et s'il n'était pas aussi charmant et s'il n'était pas anglais, vraiment, il serait insupportable.
Ouais, bah, je pense que quiconque a déjà été dans une relation ou dans un jeu de séduction avec une personne qui est pas du tout entreprenante, c'est quand même vraiment relou à la fin, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut un petit peu se bouger et prendre les devants. Évidemment, c'est bien d'être respectueux. Les yeux au ciel en disant ça. Non, mais parce que je veux pas... Justement, en fait, ce que je trouvais intéressant pendant le visionnage, c'est que je me disais, oui, ça prend totalement à rebours le cliché qu'on voit souvent dans des romances qui renforcent la culture du viol, en fait, avec des mecs qui sont extrêmement insistants, qui refusent d'entendre le non ou le rejet de la femme qu'ils sont en train d'essayer de séduire et qui en font des caisses et qui estiment que la personne en face d'eux est un peu leur possession et qu'ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Or, le personnage de Hugh Grant est totalement l'inverse de ça. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. C'est pas un truc que moi, j'ai vu souvent dans des comédies romantiques. Donc, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Mais ça me posait plus un problème en termes d'écriture où parfois, un peu comme le meet cute, etc., je comprenais pas pourquoi il aurait cette réaction à ce moment-là, même en étant un peu timide ou en voulant être respectueux. Quand elle lui demande s'il veut monter avec elle dans sa chambre d'hôtel et qu'il lui dit « il y a plein de raisons pour lesquelles je devrais pas », et j'étais là, mais quelle raison en fait? Enfin, vous êtes en train de vous draguer et vous vous êtes embrassés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là d'un coup tu veux plus monter avec elle, quoi? Well, look, Do you want to come up? Oui, ce serait bien, ça par exemple. well, there's lots of reasons why I shouldn't. So. Ah bon, mais genre, Reasons. d'où? Bon allez, va la ken là. Do you want to come up? Ouais, il a pas compris le principe d'être un starfucker, hein. C'est que tu dois les faquer. Bah ouais. Non, mais c'est marrant parce que du coup, quand on critique ce personnage, on a l'impression de faire l'apologie des mecs toxiques du petit écran, mais je pense qu'il y a un entre-deux. Il pourrait juste avoir un mec sain, équilibré, qui respecte les limites et les noms d'une femme qui ne veut pas ou des choses comme ça, mais qui, quand les deux sont intéressés, peut aussi faire le premier pas et avoir confiance en lui sans être un gros connard, quoi. Exactement. Après, c'est vrai que ça interroge le fait qu'on attende autant ça, et notamment que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, alors qu'on pourrait dire que c'est assez intéressant et Ah non, mais c'est super révolutionnaire. qu'elle, Voilà, que ce soit elle, c'est elle qui l'embrasse, c'est elle qui lui dit est-ce que tu veux monter. Et donc, pour une comédie romantique des années 90, c'est plutôt cool que ce soit la femme qui prenne totalement possession de son désir. Je me suis demandé, même moi qui pense être assez déconstruite, visiblement, j'ai encore des attentes parfois assez stéréotypées sur ce qu'un homme devrait faire dans une phase de séduction. Non, mais après, je pense que ce que tu dis qui est crucial, c'est que du coup, on comprend pas beaucoup pourquoi elle est attirée par lui. Et c'est ça un peu le problème. Dans l'échange, en fait, il est très passif et un peu awkward. Elle a l'air totalement game, alors qu'elle est quand même dans une situation particulière. Et c'est marrant parce qu'il y avait Barry Jenkins, qui est le réalisateur de Moonlight, qui avait fait un live tweet de Notting Hill alors qu'il était dans l'avion et qu'il était bourré et que la dame à côté de lui regardait Notting Hill. J'avais lu ce live tweet. Et en fait, du coup, il n'avait pas le son. Et tout au long de sa live tweet, en fait, il s'amuse et se demande ce qu'a Hugh Grant. Il se dit, j'entends pas les dialogues, mais il doit être vraiment hyper smooth pour qu'il puisse se choper Julia Roberts, quoi. Et il est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'il a. Et en fait, c'est ça, je trouve, le film ne répond pas vraiment à ça. Même si Hugh Grant est extrêmement beau, très charmant, il y a aussi une différence culturelle. Elle est américaine, donc elle est plus entreprenante que lui qui est anglais ou des choses comme ça. Mais il y a une incrédulité quand même qui est un peu là. Et je pense que ça participe un peu à ça, le fait que son personnage soit aussi passif et aussi coincé du cul, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce que même au début, justement, dans la scène de la librairie, ou par exemple les interactions qu'il a avec son employé qui sert à rien, il est très mordant, tout en étant quelqu'un d'extrêmement respectueux, tout ça. Et je trouve qu'il n'a pas trop ça avec le personnage de Anna au fil du film. Il l'a un petit peu au début, pendant leur meet cute. Et après, il est tellement tout le temps en train d'être un peu en extase devant elle ou de s'excuser d'être en extase devant elle qu'il perd la répartie qui joue énormément sur l'alchimie dans les couples à l'écran. C'est qu'on a vraiment envie de les voir échanger un peu du banter, une répartie mordante. Voilà, mordante, ironique. Et il l'a avec tous les autres personnages, avec son coloc, avec ses amis. Et avec elle, je trouve qu'il l'a un petit peu moins. En fait, il n'a pas cet humour-là. Oui, et donc parce qu'il est trop émerveillé, quoi. Voilà. Et donc on comprend pas pourquoi elle serait charmée par lui, parce que justement, moi, c'est ça que je trouve charmant dans son personnage à lui, c'est qu'en fait, il est extrêmement brillant dans les réparties qu'il a avec les autres personnages. Et devant elle, c'est une flaque d'eau, quoi. C'est ça. Ce qui t'a aussi beaucoup frustré dans le film, c'est l'absence de sexe. Toujours. Ça me frustre toujours dans la vie. En tout cas, tu voulais qu'il ken, mais ça n'arrivait
pas assez vite à ton goût. Mais vous êtes déjà roulé des pelles, vous pouvez passer à la vitesse supérieure, non? Non mais qu'elle descende, qu'elle lui saute dessus. Allez, faites crac-crac. Je suis quelqu'un de très mature. Bon, ils couchent enfin ensemble quand elle passe plusieurs jours chez lui quand elle s'isole de la presse. Mais c'est marrant parce que bon, déjà la scène est très vanille, hein, il se passe pas, on voit pas grand chose. C'est un film grand public très clairement. Et t'as dit en regardant le film à un moment que tu comprenais pourquoi Sex and the City avait été révolutionnaire, quoi, parce que c'était un peu à la même époque, même pas un peu, c'était complètement à la même époque. Pourquoi t'as dit ça? Parce que c'est vrai que je la trouve jolie, la scène où ils couchent ensemble, mais ça reste, oui, extrêmement mignon, voire gnangnan, et on voit juste un peu qu'il découvre ses épaules et son dos à elle. Et il y a quelque chose d'un peu vieux jeu, en fait, dans le rapport sexuel qu'on voit dans cette scène-là. Et quand tu penses que oui, au même moment, ou peut-être un an plus tard, il y avait Sex and the City, avec 4 femmes complètement obsédées par le sexe, ou en tout cas qui en parlaient tout le temps, qui prenaient tout le temps les devants, qui essayaient toutes les positions différentes, tous les partenaires différents à New York. C'est ouf d'imaginer que les deux ont pu coexister quasiment. Et je comprends pourquoi... quand on a été nourri à plein de films comme Notting Hill, quand on voit Sex and the City, on se dit « Ah ouais, d'accord, c'est aussi ça la sexualité, en fait. C'est pas que ce qu'on voit dans des films qui restent très en retrait. » Oui, après, bon, c'est forcément la nature des comédies romantiques et surtout des comédies romantiques grand public. C'est pas des films très sexy, c'est des films romantiques, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien c'est pas ma scène préférée, enfin, j'en ai un peu rien à faire de cette scène, mais il y a un moment qui est pas mal dans l'écriture. Un moment, une de ses meilleures amies et aussi son ex, en fait, et elle se plaint, elle dit que quand ils étaient ensemble, il l'embrassait tout le temps dans le cou et que ça l'insupportait. Et en fait, on le voit faire ça au personnage de Julia Roberts et on voit qu'elle, ça lui plaît. Donc, on comprend c'est un bon match, quoi. Mais bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose dans cette scène. Je pense que même dans des rom-coms que j'ai vues plus récentes, où il y a évidemment une ellipse aussi, c'est-à-dire qu'on voit rarement des scènes de sexe, on voit ce qui se passe après, elles vont avoir peut-être un petit peu plus d'humour. Enfin, tu vois, si je pense à Obvious Child, on voit quand même pas mal. Oui. Mais ou même si tu as juste un montage et que tu vois après les deux personnages dans le lit tous les deux, dans plein de rom-coms que j'ai vus, c'est un montage qui est peut-être un petit peu plus amusant, où ils sont tous les deux, ils ont les cheveux ébouriffés, quelque chose comme ça, alors que là, c'est plutôt attendrissant. Et juste après, il y a une scène qui va les séparer pendant un moment. C'est une des scènes les plus connues du film. C'est quand les paparazzis, en fait, encerclent la maison de Hugh Grant. Et là, typiquement, c'est une illustration de ce qui ne va pas dans ce personnage. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte, il se retrouve face à plein de paparazzis. Et au lieu de lui dire à elle de ne pas ouvrir la porte, il est là... C'est insupportable. Et du coup, elle ouvre la porte et elle se retrouve photographiée par 500 photographes. Mais il est con ou quoi? Mais il est débile? Oui. Ah non, mais là, c'est impardonnable. Impardonnable. En fait, je pense que c'est ça qui donne le côté peut-être un peu oubliable à cette comédie romantique. J'avais le sourire tout du long en la regardant. Oui, t'as beaucoup ri. Ouais, mais je pense que ces petits moments-là sont tellement téléphonés, tellement évidents dans le mécanisme de il faut qu'on crée un problème que il n'y a pas la surprise que je vais souvent avoir avec les meilleurs films ou ceux qui me marquent le plus. C'est parce que j'ai été surprise par ce qu'ils ont fait ou parce que je m'attendais pas du tout à la manière dont j'ai été cueillie ou dont j'ai été émue. Et là, en fait, il y a un côté, oui, très succession de ressorts scénaristiques qui fait que sur le coup, c'est extrêmement plaisant. Et une fois qu'on l'a vu, on se dit OK. Bon, on va parler de la fin. Parce que, comme dans toute comédie romantique, il y a une fin. Comme dans tout film. Comme à tout, en fait, même à la vie. On sait pas. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas le droit à une scène de déclaration d'amour, on a le droit à 2 scènes. Avant que ces scènes aient lieu, tu t'impatientais un peu. Il faut leur filer du speed, hein. Allez, là. On a enfin droit à la déclaration, c'est Anna, Julia Roberts, qui vient dans la boutique de Hugh, William, et qui lui dit l'une des déclarations les plus célèbres de l'histoire des films romantiques de tous les temps. C'est I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. Parce qu'il lui dit que c'est une star et que ça pourra jamais marcher. Elle lui dit « Ok, mais je suis aussi juste une fille qui se tient face à un garçon et qui lui demande de l'aimer. » Je trouve que c'est une très bonne déclaration. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, grave. Bah, surtout, je connaissais en fait cette déclaration, mais je savais pas forcément qu'elle venait de ce film-là. Donc j'étais contente de la découvrir en direct. Et moi, je suis juste une fille en face de sa télé, en train de demander à Hugh Grant de se bouger un peu le cul. Et d'aller un petit peu plus vite dans ses déclarations. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, Hugh Grant la laisse partir à ce moment-là. Et après moult conversations avec ses amis, il décide d'aller la rejoindre à une conférence de presse et de lui faire une pseudo-déclaration qui n'en est pas vraiment une, mais qui se fait passer pour un journaliste de Horse and Hound à nouveau. C'est mignon. Oui, très c'est mignon. T'as aimé cette scène ? Encore une fois, je vois totalement... dès que ça commence, je me dis, OK, je sais ce qui va se passer. Et donc, il y a un côté très plaisant, un peu bain chaud, de se dire, OK, je sais où le film m'amène. C'est un des rares moments où même elle est plus épanouie, plus souriante. On la sent vraiment cueillie par ce que le personnage de Hugh Grant est en train de faire. Et donc, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a plein d'autres moments où on la sent limite un peu froide avec lui. Et là, elle a l'air assez émerveillée. C'est-à-dire qu'on sent vraiment une réciprocité dans l'amour ou en tout cas l'attirance qu'ils ont tous les deux, qu'on sent peut-être moins à d'autres moments du film. Et puis, c'est vraiment, encore une fois, mon rêve, c'est-à-dire que à une conférence de presse, je posais la question et là, Ryan Gosling dit j'emménage à Paris avec Anaïs Bordage. Voilà. Mais ça va se passer un jour, Anaïs, crois en tes rêves. Le souci, c'est que ça s'arrête pas là. T'aurais aimé que ça se finisse sur cette scène ? Je sais pas, ça aurait pu se finir sur autre chose, mais ce sur quoi ça se finit, oh là là, j'ai tellement levé les yeux au ciel, quoi. Ça se finit par un montage où on les voit se marier, on les voit aller à une première de film et on les voit être dans un parc où elle est enceinte et il y a des enfants qui courent autour. Je pense pas que ce soit leurs enfants, mais bon, c'est une image de famille idéale. Il y en a un des deux qui est roux quand même. Donc c'est un peu censé évoquer... Ouais, je sais pas, mais elle est pas rousse. Oui, c'est vrai, dans le film, elle l'est pas. Mais... Voilà, ça t'a pas trop plu ? Non, pas trop, vraiment, qu'on laisse l'institution du mariage en dehors de tout ça, quoi. Ils sont en train de se marier, là ? Ah, c'est too much pour moi, ça, je peux pas. Ah non. Pas l'institution du mariage. Non. Ils auraient dû couper juste là. Ah non, il faut arrêter les conneries, là. Il voulait être clair sur le fait que ça dure. Hein. Putain. On va les voir mourir aussi Et après, c'est The Notebook, tu sais. En même temps, je voulais du conventionnel. Voilà. C'est du bon conventionnel. Et après, on les voit au paradis en train de regarder leurs petits-enfants, faire eux-mêmes des enfants. Enfin, ça va, quoi. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. On a compris, ils finiront heureux pour toujours. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on les voit pas vraiment au paradis. Mais oui. Je voulais en profiter pour parler de la musique qui, moi... Oui. Me sort par les trous de nez. Je ne supporte pas la musique de ce film. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y a juste la scène où il y a Ain't No Sunshine, où ils traversent les saisons en traversant le marché de Portobello Road. Je la trouve hyper jolie. Mais le reste, je trouve que la musique est cucu. Mais cucu, c'est une horreur, quoi. Je suis d'accord. C'est très gnangnan. Après, c'est vrai que j'étais contente d'entendre Charles Aznavour au début du film. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. C'est extrêmement gnangnan et encore une fois... pas très surprenant pour un film de ce calibre. Ça fait exactement ce que j'imaginais que ça allait faire. Ton électrocardiogramme ? Quand on l'a vu, j'ai vraiment passé un super moment. Et là, dans la discussion qu'on a, clairement, tu vois, le bilan est plutôt mitigé. Donc, je dirais... sur une échelle de 0 à 10, je suis à 6 de romance. Mon préféré des trois, pour l'instant, c'est Orgueil et Préjugés. Parce qu'il y a le côté amour impossible, que j'aime bien. Même s'il y a cette notion dans les 3 films qu'on a vus, évidemment. Mais j'ai trouvé que la meilleure illustration de ça, c'était Orgueil et Préjugés. Les personnages étaient extrêmement bien écrits et développés et intéressants. Surtout Elisabeth. Mais j'attends encore une espèce de romance qui va me serrer le cœur, comme on en avait parlé au début de ce podcast, quoi. J'attends vraiment le truc. J'attends d'atteindre le 10 sur l'échelle. Pour l'instant, je ne l'ai pas atteint. Le prochain qu'on va voir ensemble, prochain film romantique, parce que le prochain épisode, c'est un film d'horreur, mais le prochain film romantique, c'est avec Le Patient anglais. Je pense qu'il y a certains aspects de ce film qui vont t'insupporter, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui vont satisfaire ce côté-là. Cool. Moi, mon espoir, c'est vraiment Jane Eyre à la fin de l'année. Tu mises gros dessus. Si t'aimes pas Jane Eyre, vraiment, je sais pas, notre amitié est finie, quoi. No pressure. C'était Amis. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, Anaïs va me faire découvrir The Descent. Si vous voulez le voir, le film est disponible sur Amazon Prime. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite.
Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Il y a un moment où Hugh Grant escalade un portail pour entrer dans un jardin et tu étais assez inquiète pour ses parties intimes. Ouh, tu vas t'empaler les rouloulous. J'ai honte. Mais n'aie pas honte, c'est génial. Et moi, mon moment préféré, c'est quand elle dort chez lui et que c'est très un peu cucu le lendemain matin. Ils discutent au lit, et ils sont un peu in love et il lui parle de l'intérêt des seins alors qu'elle dit que les seins, c'est pas génial. Enfin bon, bref. Alors que bon, please, les seins, c'est génial. À ce moment-là, Anaïs a une petite idée pour corser cette scène. Il faudrait qu'elle lâche un gros P dans la salle de bain. J'ai quelques notes. Vas-y. Déjà, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il faut mentionner l'utilisation assez dérangeante du handicap d'un des personnages du film, qui est en fauteuil roulant. Et en fait, ils sont en train de toujours utiliser ça pour dire « Non mais regarde, il y a des petits-enfants qui meurent en Afrique, et puis ma meilleure amie, elle est en fauteuil roulant, donc te plains pas, parce que elle, sa vie, elle est vraiment horrible. » Et ils font ça à plusieurs reprises, et c'est un peu lourd, quoi. Ce personnage, il est joué par Gina Mackie, qui, elle, n'a pas de handicap. Donc ça a pas mal été critiqué, parce que forcément, le rôle n'est pas allé à une actrice qui était vraiment en fauteuil roulant. L'utilisation qu'ils en font dans l'écriture, je suis d'accord avec toi, souvent c'est très lourd et c'est un peu tire-larme. Bah, ça renforce vraiment le côté Pékin Express pour moi, quoi. Regarde, ces gens simples, ils ont rien, et puis leur vie, elle est un peu merdique, et à côté de ça, on a une star de cinéma. Non, mais c'est ça, et toutes les scènes avec Gina Mackie, c'est des scènes où elle est toujours ramenée à ce handicap. Après, c'est marrant parce que je cherchais un peu sur Internet pour voir comment ça avait été reçu à l'époque. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai retrouvé un texte où quelqu'un se félicitait parce qu'elle avait l'impression d'avoir vu un personnage qui n'était pas défini uniquement par son handicap, parce qu'elle est aussi une bonne amie, qu'elle rigole autour de la table, qu'elle est un personnage à part entière du film. Elle a une vie amoureuse et elle a des réparties ou des choses comme ça. Bon, c'est se satisfaire de peu, mais malheureusement, c'est un peu l'état du cinéma, surtout dans les années 90, au niveau de la représentation et de la visibilité du handicap. Je suis un peu partagée parce que je suis d'accord. Je pense que c'est très maladroit, la façon dont c'est fait, et que oui, c'est un peu utilisé comme un procédé scénaristique qui est un peu déplacé, je trouve. Mais je pense aussi que ça a le mérite de mettre en avant un personnage qui est dans une situation de handicap d'une manière qu'on ne voyait pas à l'époque du tout, quoi. Où ils étaient complètement invisibilisés, en fait, à l'écran. Sinon, juste, j'ai noté à un moment As a Starfucker I Identify dans mes notes. Et la scène... As a Starfucker dans ta tête, hein. Parce que tu n'as jamais starfucké. Hein. T'en sais rien, Marie. Moi aussi, I don't kiss and tell. Non, alors que si, je kiss and tell tout le temps. Non, et surtout, le moment qui m'a le plus fait rire dans ce film, c'est que quand il y a un énorme scandale avec les paparazzis ou qu'il y a des photos nues de Anna qui se retrouvent dans les journaux, son personnage dit « Newspapers will last forever ». Et j'ai trouvé ça vraiment MDR. S'il y a un truc qui ne perdure pas trop, c'est les journaux à l'heure actuelle. Et leur industrie. Voilà, c'est ça. Mais bel espoir, belle phrase de 1999, Julia Roberts. Ouais.